Aujourd'hui, le thème de la semaine, ça va être l'autisme, ou plus récemment appelé le TSA. Donc aujourd'hui, on va recevoir deux personnes qui vont nous parler de l'autisme. En premier, il y a Eliane Miron, c'est une psychiatre, et dans une capsule vidéo, elle va nous parler du diagnostic du TSA. Et puis, on a reçu aussi Emilia Ezen-Turcotte, une personne qui travaille dans un centre pour personnes atteintes d'autisme. Et dans le fond, elle va nous répondre à des questions Twitter envoyées par les internautes. Donc, merci beaucoup. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment on diagnostique le trouble du spectre de l'autisme, ou plus communément appelé le TSA, selon le DSM-5, le DSM le plus récent. Il y a deux critères principaux pour diagnostiquer le TSA. Le premier, ça serait une altération significative des communications et des interactions sociales. Ça peut se manifester de trois façons, jusqu'ici. La première, ça serait un manque de réciprocité sociale. Ça peut être, ils ont la difficulté à avoir des conversations qu'on pourrait considérer normales. Ils ont très peu d'intérêt à partager leurs émotions, justement, leurs intérêts. Et les interactions sociales sont assez difficiles pour eux, c'est-à-dire les débuter ou juste y répondre. Ensuite, le deuxième sous-critère, ça serait un comportement non-verbal qui est inapproprié ou assez difficile à adapter par rapport au contexte. L'exemple le plus courant, ça serait le contact visuel. Pour nous, quand on parle avec un individu, ça nous est naturel de le regarder dans les yeux, etc. Seulement, pour un autiste, ça peut être soit très difficile d'établir le contact visuel, soit ils n'y pensent pas du tout. Finalement, ils peuvent avoir de la difficulté à comprendre, à maintenir et à créer des relations sociales. Soit c'est parce qu'ils n'ont aucun intérêt pour leur père, soit ils ont effectivement à ajuster leur comportement par rapport aux situations. Et donc, se faire des amis, c'est assez difficile. Passons au deuxième critère. Ok. Le deuxième critère, ça serait un caractère restreint, répétitif et stéréotypé des intérêts et des activités. Pour qu'on diagnostique le TSA, il faut que ces critères se manifestent de deux façons selon ces quatre sous-critères. Le premier des sous-critères, ça serait un maniérisme moteur ou une utilisation répétitive des objets et du discours. Ça peut se manifester soit par exemple par l'écholalie. L'écholalie, c'est un trouble où lorsqu'une personne entretient une conversation, elle n'arrête pas de répéter les dernières phrases ou les derniers mots de son interlocuteur pour lui répondre, ce qui rend le discours assez incohérent. Il peut avoir des sortes de tics nerveux, soit des battements des mains ou des torsions des doigts. Un enfant atteint du TSA peut aussi aligner ses objets constamment, de la même façon, toute la journée. C'est limite obsessionnel. Ensuite, le deuxième sous-critère, ça serait une adhésion inflexible à des habitudes spécifiques et non fonctionnelles. Pour eux, en gros, ça veut juste dire qu'ils sont très ancrés dans leurs habitudes et ils ne supportent pas y déroger. Ils peuvent éprouver des très grandes vitesses pour des changements qui pour nous paraissent mineurs, comme décaler la table légèrement à droite, c'est énorme. Ensuite, ils peuvent avoir par exemple besoin de toujours emprunter le même chemin pour aller à l'école, toujours manger la même nourriture ou porter les mêmes vêtements. L'avant-dernier sous-critère, le troisième, ça serait une préoccupation très restreinte à des centres d'intérêt qui est anormale soit dans leur intensité, soit dans son orientation. Un exemple, ça serait un jeune garçon qui est très savant en physique quantique, qui s'y passionne, mais par contre, il ne sait toujours pas attacher ses lacets. Il peut aussi avoir des attachements très intenses à des objets qui pourraient paraître banals pour les gens qui ne sont pas atteints du TSA, par exemple un bout de ficelle. Finalement, le dernier des quatre sous-critères, ça serait une hypersensibilité ou une insensibilité à certains aspects sensoriels de leur environnement ou une obsession pour ces aspects sensoriels. Ils peuvent être insensibles ou pas manifester d'intérêt à certains changements de température ou de douleur, en être indifférent en fait. On peut aussi observer un jeune qui est constamment en train de manipuler le même objet, soit parce qu'il est fasciné par sa texture ou soit par son odeur. Ensuite, certaines textures ou sensations peuvent leur être insupportables. Ça pourrait être les contacts physiques, le frottement de la peau, c'est horrible. Et c'est tout. Pour poser le diagnostic, il faut que justement ces critères ou ces symptômes soient observables depuis environ l'âge de 2 ans. Ils peuvent paraître plus évidents quand l'individu rentre par exemple en prématernelle ou à l'école,
parce qu'il il va être confronté à des interactions sociales qui peuvent excéder ses capacités. Ensuite, le TSA est souvent associé à une déficience intellectuelle, même si on a l'habitude d'entendre des autistes savants, souvent c'est des Asperger qui font partie, c'est un des troubles qui fait partie du spectre. Il faut aussi que ces symptômes, ça affecte le fonctionnement de l'individu au quotidien et qu'aucun autre diagnostic n'explique mieux ces symptômes. Les manifestations de ces troubles peuvent varier grandement en fonction de la sévérité de la condition, du développement de l'individu ou de son âge, d'où le terme de spectre de l'autisme qui maintenant, contrairement au DSM-4, englobe par exemple l'Asperger, d'autres troubles qu'on différenciait auparavant de l'autisme. Merci et bonne journée. Maintenant, passons aux questions culturelles. Bon, mais dans le fond, il y a 4 approches qui sont utilisées fréquemment. La première, c'est l'approche éducative. Elle regroupe plusieurs types d'interventions et ces interventions-là regroupent plusieurs types de programmes différents. Après, il y a les régimes alimentaires. Ensuite, il y a les traitements médicaux adaptés aux patients. Et finalement, il y a des approches alternatives de plus. Bon, ben, pour vous parler de l'approche éducative, dans le fond, il y a vraiment 2 types d'interventions. La première est vraiment basée sur la communication et l'autre beaucoup plus sur le comportement. Moi, je vais vous parler de celle basée sur le comportement parce que c'est ma spécialité. Donc, dans l'intervention regroupée au comportement, il y a 3 programmes. Il y a le programme ABA, programme TEACCH et le programme IDDEES. Moi, ma spécialité, encore une fois, c'est le programme ABA et je trouve que c'est celui qui est le plus efficace. Donc, le programme ABA, en français, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire analyse appliquée du comportement. Ce programme-là va utiliser le conditionnement opérant pour arriver au comportement voulu. Donc, par exemple, si un enfant se frappe avec une cuillère, bien, on va lui donner du renforcement positif pour qu'il arrive au comportement voulu, qui dans le fond est d'arrêter de se frapper avec une cuillère à table. Donc, pour que ce programme-là fonctionne, il faut qu'il soit appliqué de 30 heures à 40 heures semaine sur plusieurs années. Des études ont prouvé que 50% des enfants qui ont suivi ce programme-là peuvent maintenant suivre le système scolaire. OK. Donc, dans le fond, pour les approches alternatives, il y a de nombreuses possibilités, mais moi, celle que je trouve vraiment la plus amusante, c'est la zithérapie. Et cette thérapie-là est très avantageuse pour 2 raisons. Mais premièrement, l'enfant peut rentrer en contact avec l'animal, soit par le toucher ou par le non-verbal, très facilement. Ça veut dire que l'enfant va pouvoir gagner confiance parce que pour lui, ça va être facile de communiquer avec l'animal, fait qu'il va savoir qu'au moins, avec quelque chose, il est capable de bien communiquer. Et le deuxième avantage, c'est que justement, cette belle communication qu'il va avoir avec l'animal et la facilité qu'il va avoir à communiquer avec l'animal, il va peut-être pouvoir le transposer avec des liens avec des adultes ou d'autres interactions avec des enfants de son âge. OK. Bon, ben dans le fond, des trucs pour supporter votre enfant. Premièrement, le plus important, c'est vraiment accepter la situation. Parce que souvent, je veux dire, on veut se dire que oh non, c'est pas vrai et tout, mais il faut vraiment accepter la situation en premier. Ensuite, une autre bonne chose, c'est porter une attention très particulière aux éléments qui provoquent les crises chez l'enfant. Parce que si on réussit à trouver qu'est-ce qui provoque la crise, ben dans le fond, pour la prévenir, on va pouvoir être meilleur. Et finalement, il faut vraiment supporter l'enfant, l'encourager malgré les obstacles, il ne faut pas abandonner. Même si souvent il va avoir des endroits très difficiles, il faut continuer à les supporter vraiment beaucoup. Donc dans le fond, il y a un centre d'aide que je connais à Montréal. Il s'appelle Autisme Montréal. Il est situé très près du métro Mont-Royal. Donc voici son adresse et son numéro de téléphone. Dans le fond, ce centre-là organise des activités pour les enfants atteints d'autisme, pour donner du répit à leurs parents. Et en plus, il permet aux parents, s'ils payent, de garder leur enfant 2 jours plus un coucher. Et ça leur donne encore beaucoup de répit et c'est très important.
Bon, ben, pour conclure, dans le fond, l'autisme, c'est un problème très complexe. Il y a encore beaucoup de mystères et on travaille encore très fort pour trouver des solutions, les causes et les traitements pour soulager les patients et leurs familles. Bon, ben, merci beaucoup d'avoir assisté à notre émission aujourd'hui. Donc, on va se revoir la semaine prochaine pour un nouveau sujet de psychologie qui va traiter de la dépression. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.